s'agit on pourrait dire même de la première séquence du film. Si on considère qu'il y a eu un pré-générique, le générique et le film commence, c'est vraiment la première séquence du film où on voit Marc arriver sur son lieu de travail. Il arrive avec sa petite sacoche de professeur dans le campus, il traverse le campus, il croise beaucoup de jeunes filles avec qui il échange des regards assez courtois, parfois de séduction, parfois de... tout le monde s'observe un peu comme ça, tout sur le mode de la séduction, et il a rendez-vous, on l'appelle au téléphone, il donne rendez-vous à la personne qu'il appelle dans ce qu'il appelle une bulle de travail. Donc c'est des bureaux dans ce décor, des sortes de bureaux transparents, des mini-bureaux où les professeurs, voilà, c'est le bureau des professeurs, c'est des petites bulles en verre. Donc on les voit de partout et eux voient tout ce qui se passe autour. Et l'échange, dès le début de l'échange, on comprend assez vite que c'est un inspecteur qui est en face de lui, un jeune inspecteur, plutôt très beau garçon. Et c'est lui-même qui lui annonce qu'une étudiante a disparu et qui lui fait se ressouvenir du prénom qu'il a oublié, puisque l'étudiante disparue s'appelle Barbara. Enfin, il y a un jeu, disons, elle s'appelait Barbara et lui, ah oui, c'est ça, elle s'appelait Barbara. Donc on comprend qu'il est en train sans doute de lui donner le prénom de l'étudiante qui a disparu et dont il ne parvenait absolument pas à se souvenir. Et pour nous, c'est un peu le premier vrai dialogue important du film, les premières grandes sorties de Marc, puisque ça commence par vue de l'intérieur, vue de l'extérieur. C'est-à-dire c'est l'inverse, il commence par vue de l'extérieur. J'ai l'air d'un homme mûr, très séducteur, qui pourrait embarquer tout un tas d'étudiantes chez moi. Mais vue de l'intérieur, je suis un professeur passionné qui a envie d'écrire et de faire décrire à ses étudiants, par exemple, l'arrivée du printemps, comment décrire l'arrivée du printemps. Donc face à l'inspecteur, lui-même s'accuse, il dit oui, vu de l'extérieur, je suis vraiment le personnage qu'il faut pour coucher avec des jeunes filles et voilà. Mais vu de l'intérieur, je ne suis pas du tout ça, je suis un professeur passionné par mon métier. Et donc parallèlement à ça, c'est vrai qu'on a fait la découverte d'un des décors principaux du film, le campus. Et effectivement, on a l'impression au départ de rentrer dans une sorte de grotte. Tout est un peu en clair-obscur, comme ça il y a des silhouettes d'étudiants et d'étudiantes. Et plus il pénètre dans cette sorte de grotte, plus on s'aperçoit qu'elle est totalement vitrée et que le paysage pénètre totalement à l'intérieur du campus. À moins que l'intérieur du campus se projette dans l'extérieur, tout est vitré. Et donc déjà, le rapport c'est toujours l'extérieur-l'intérieur. Et puis, les pentes sont très particulières, il n'y a aucun escalier, et il n'y a aucune pente rectiligne, c'est que des pentes c'est de la pente douce, c'est des pentes comme si c'était des pentes naturelles. Là, pour filmer là, par exemple, on ne pouvait absolument pas poser le moindre travelling, puisqu'il y a tout est rien de régulier. C'est pour ça qu'on n'avait jamais tourné en steadicam, ou quasiment jamais. Donc la caméra à la portée avec cette instrumentation sur le ventre d'un technicien et qui permet de faire des longs travelling sans rail. Et donc effectivement, on suit Mathieu comme un peu un animal. Il y a un jeu avec les proies. On dirait que c'est une sorte d'animal aux aguets, des proies possibles. En même temps, quand on s'aperçoit que les filles le regardent lui-même comme une proie possible. Donc déjà, il y a un peu un renversement. On ne sait pas très bien qui est le chasseur et qui est la proie. Mais sur le décor, effectivement, ça peut avoir un côté allégorique, mais la réalité, c'est qu'en écrivant, on ne pensait pas du tout à ce genre de décor. Il se trouve qu'on tombe sur ce décor. Et effectivement, quand on le trouve, quand on le voit, on se dit c'est une formidable métaphore. Mais la métaphore, c'est pas nous qui la cherchons, elle existe en réalité dans le lieu. C'est pour ça qu'on s'est vraiment dit, n'ayons pas peur d'aller là, puisque ça existe, c'est pas nous qui l'avons inventé. Ça rentre en rapport avec notre histoire simplement, automatiquement et réellement. Je pense que si on avait inventé tous les décors, on n'aurait pas inventé ça parce que c'était trop près du scénario, trop près du personnage, presque ça dénonçait presque trop l'histoire. Mais comme le lieu existe, c'est la preuve que dans la réalité, ce que le scénario raconte peut avoir un lieu
qui correspond. Il y a une telle force du lieu, mais ça c'est le côté existence réelle des lieux. Il a été conçu par des architectes japonais. Enfin, il y a quelque chose qui déborde aussi le sujet, ce qui fait que le lieu est plus fort que le cinéma qu'on peut en faire. De toute façon, il déborde. Donc c'est ce qui fait que justement, il n'est pas uniquement conçu pour notre propos. Et après, ça se joue dans les plans. Voilà, il y a une part d'imprévisible. Par moments, on voit que c'est des voûtes, mais en même temps, c'est des voûtes qui sont trouées. Donc, c'est des ponts. Et puis, en même temps, ça ressemble aussi à un cerveau. Enfin, voilà, il y a pas mal de dimensions enchevêtrées qui font qu'il y a une multiplicité aussi de sens qui fait que c'est pas juste du symbolique de la même manière que la neige. La neige, elle a plein de formes dans le film, c'est ce qui efface les traces, en même temps quand ça fond, ça révèle ce qu'on a voulu cacher. C'est aussi une page vierge, ça permet de conserver les corps au chaud, enfin, ça permet de conserver les corps qui sont morts. Finalement, c'est souvent aussi des lieux ambigus qui peuvent avoir une fonction et puis la fonction contraire. Et c'est un peu, on en revient à ça, c'est un peu le charme et le mystère de Marc, qui est une sorte de coupable innocent. C'est chaque fois des lieux quand même très expressionnistes, mais comme ils existent réellement, ils ont aussi une fonction réelle, naturaliste, ils existent en tant que tels, mais très vite, notre papa qui passe, qui nous tire la langue, un plan de coupe. Voilà, donc des lieux expressionnistes, mais qui existent en réalité. Donc nous, on peut s'en servir aussi avec humour par rapport au film et au cinéma en général. On peut les amener vers l'expressionnisme, mais ils sont naturels et réels. Donc on peut en jouer. Oui, de la même manière, parfois on a éclairé la neige qui tombait réellement, mais on l'a éclairée la nuit avec des projecteurs, ce qui fait qu'elle a l'air étrangement fausse ou artificielle ou pas tout à fait naturelle, enfin on va dire fantastique. Le naturel devient à quelque chose de fantastique, mais c'est vrai que c'est un peu expressionniste. À l'époque, dans l'ancien cinéma expressionniste, on construisait les décors, on les déformait en vue de ce qu'on voulait raconter ou de l'état d'âme des personnages. Là, ça se joue dans les repérages. On se dit où est-ce qu'on va tourner ce genre de séquences et on les tourne dans des décors où il nous semble qu'il va se passer quelque chose entre ce qui est raconté dans la séquence et ce qui est raconté entre les personnages et ce qu'il y a autour d'eux, les lieux et les décors.